Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé complet du sujet du DNB d'Amérique du Nord. Donc c'est un sujet qui est sorti en mai 2023. C'est pour donc ceux qui passent le brevet des collèges français, mais qui habitent à l'étranger. Donc ça c'est la version Amérique du Nord, donc ça donne une bonne idée de ce qui peut vous arriver en métropole. Donc on va regarder tout ça et on va corriger exercice après exercice. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Comme ça vous permet de bien réviser. Donc ici, je rappelle que c'est une épreuve qui dure 2 heures, donc vous avez 100 points. Ici, vous aurez le droit de à la calculatrice, pas de souci. Et vous pouvez traiter les exercices dans l'ordre que vous voudrez. On commence ici, je corrigerai après, je vous montre tout le sujet, on fera un corrigé complet. Donc un premier exercice sur 20 points, donc c'est un cinquième de la note. Donc il y a ici 5 situations, c'est en fait 5 questions. Vous voyez un peu d'algèbre, ici décomposition pour les facteurs premiers, probabilité, un petit calcul ici. On verra tout ça ensuite, un deuxième exercice avec de la géométrie. Certainement il y a du Thalès quelque part, peut-être Pythagore, on verra ça. On continue avec ici des statistiques. Ici étendue, moyenne. Comme ça on révisera tout ce vocabulaire qui est simple mais qu'il faut connaître. Ensuite 20 points sur Pix. Alors Pix ça peut faire peur mais vous allez voir que c'est souvent plus facile qu'on ne le pense. On regardera même sur Pix ce que ça donne. Je vous montrerai ça, c'est assez joli. Et exercice 18. On a donc ici calcul avec des vitesses, des longueurs et des aires. Voilà. Donc le sujet est terminé. Donc on est parti. On va commencer tout de suite donc avec ce premier exercice sur 20 points. Situation 1. Décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 780. Alors vos calculatrices, elles le font. Je vais utiliser ici une Casio. Je vous montre comment on fait. Et après, vous ferez les calculs. Comment on aurait pu trouver ça sans la machine. Donc on tape en fait le nombre 780. On met exécuter. On va sur ici. Vous voyez, il a marqué décomposition ici. Donc il faut avoir rentré le nombre d'abord. L'avoir vraiment rentré ici. Et mettez seconde décomposition. Et vous voyez qu'ici, on a exactement ce qu'il faut. Donc la bonne réponse, c'est donc 780, s'écrit donc 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 13. Alors décomposer en produit nombre premier, ça veut dire qu'ici, vous avez donc un produit avec des nombres, il peut y avoir des puissances, mais chacun des facteurs est une puissance d'un nombre premier. Les nombres premiers ici, c'est 2, 3, 5 et 13. Vous avez 2 qui est au carré. On pourrait aussi l'écrire 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Autrement dit, on a décomposé le nombre 780 en une multiplication dont tous les facteurs sont premiers. D'accord? Ici, il nous faut des facteurs premiers. Alors, quand on a une calculatrice, vous voyez que le travail est fait tout seul par la calculatrice. Mais comment devrait-on faire sans machine? C'est ça le plus important. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on écrit 780. Et ici, on va faire des divisions successives. Donc, on va faire 780 divisé par 2. Donc, vous pouvez le faire à la machine. Vous pouvez faire 780, donc divisé par 2. Ça donne évidemment donc 390, parce que 318 par 2, c'est 39. Donc là, j'obtiens 390. Et on continue. On peut encore diviser par 2, donc on écrit ça. On fait 390 divisé par 2. Donc ici, on continue avec sa machine. Donc on met divisé par 2. Ça donne 195. Ensuite, on va diviser, vous voyez, par 5. Donc divisé par 5. Ça fait 39, on écrit 39. On voit bien que 39 est divisible par 3. Donc on divise par 3. 39 divisé par 3, ça fait 13. D'accord? Donc ici, 13 est un nombre premier. Donc on a tous les facteurs ici, le 2, 2, 3, 5 et 13. Voilà. On a terminé cette première situation. Situation 2. Ici, ce sont des probabilités. Donc on a un jeu de 32 cartes. Il y a 4 familles, trèfle, carreau, cœur, pique. Chaque famille a 8 cartes, donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et on prend une carte au hasard. Chacune des cartes a la même probabilité d'être choisie, c'est-à-dire une chance sur 32. On est dans ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. Donc la probabilité d'obtenir le 8 de pique. Donc ici, je vais écrire 8 de pique. Eh bien, 8 de pique, c'est une seule carte parmi les 32. On a donc tout simplement une chance sur 32. On est dans ce qu'on appelle l'équiprobabilité. On fait le nombre de cas favorables. Donc vous avez un cas favorable, c'est-à-dire votre 8 de pique, sur les 32 au total. Oui, c'est très rapide. Probabilité d'obtenir un roi ou un cœur. Alors il faut faire la liste des rois
ou des cœurs. Alors, attention, un petit piège parce qu'il y a le roi de cœur. Donc, en fait, il y a 4 rois, il y a 8 cœurs, mais si vous ajoutez, vous allez compter 12 cartes. Mais attention, hein, le roi de cœur est compté 2 fois. Donc, si on doit faire la liste des cas qui nous intéressent, vous avez donc 3 rois, enfin 4 rois, et ensuite, donc on va mettre les 4 rois. Il faut rajouter le 7, le 8, le 9, le 10, le valet et la dame, et vous ne mettez pas le roi parce qu'il est déjà compté ici. Donc là, il nous reste donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, et j'ai oublié, pardon, l'as. Mais on ne met pas le roi, il est déjà compté, donc ça fait 8 et 4, 12, auquel j'enlève 1, ça fait 11. Donc la probabilité ici de roi ou cœur, c'est donc 11 cartes qui vous intéressent sur 32. Le seul piège, hein, c'est donc ce roi de cœur. Attention à ne pas mettre 8 plus 4, voilà. On ne peut pas simplifier ces deux fractions, puisque 11 est un nombre premier. On a terminé. Situation 3, un petit peu d'algèbre, du développement. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la double distributivité. Donc je vais détailler. On a ceci, multiplié donc par 3x moins 4. Je rappelle, il va falloir prendre le premier terme, donc 2x, le multiplier d'abord par le premier terme du deuxième facteur, donc par 3x. Ensuite, le multiplier par le deuxième, c'est-à-dire moins 4. Donc j'obtiens d'abord 2x fois 3x. Je vais doucement, hein. On peut aller beaucoup plus vite. Et ensuite, plus 2x multiplié par moins 4. Je m'occupe ensuite du plus 5. Je le multiplie par 3x et ensuite par moins 4. J'obtiens deux autres termes. Donc plus 5 fois 3x plus 5 fois moins 4. Je simplifie chacun des 4 termes en regardant. Alors, on me fait d'abord le produit des nombres, 2 fois 3, on peut changer l'ordre, hein, 2 fois 3, 6. Ensuite, on a x fois x, ce qui me donne x carré. Ensuite, ici, on a plus 2 fois moins 4 qui me donne moins 8. Et on a un x qui est tout seul, donc moins 8x. Plus 3 fois 5, 15x. Et ensuite, 5 fois moins 4, ça fait moins 20. On va faire ce qu'on appelle la réduction. Donc, on a 6x2. On peut réduire, c'est-à-dire diminuer le nombre de termes en regroupant ces deux-là. Là, on a 15x moins 8x. D'accord? Vous pouvez considérer dans l'autre sens. Ne faites pas moins 8 plus 15. Faites plutôt 15 moins 8. 15 moins 8, ça fait 7. Ça fait donc plus 7x moins 20. Et voilà ce qu'on appelle développer. On enlève les parenthèses. Réduire, on diminue le nombre de termes qui sont apparus. Situation 4. Quel est le volume en centimètres cubes de ce prisme droit? Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'un prisme droit? Vous avez ici une base. La base, c'est ce triangle ici. Je vais vous le mettre en rouge, voilà. Pour reconnaître un prisme, c'est facile. Vous avez une base et vous avez exactement la même figure qui est en haut. Ensuite, on va relier chacun des points. Voilà. En fait, on fait glisser la base pour la retrouver un peu plus haute. Et donc, vous avez une hauteur qui va être importante. Et comme le prisme est droit, c'est important, le prisme est droit. Donc ici, vous avez aussi un angle droit. Donc la hauteur, c'est censé être 120 cm. Donc notre prisme, il a une base dont l'aire, alors l'aire de la base. La base, donc, c'est un triangle rectangle. Un rectangle parce que c'est indiqué ici. Un triangle rectangle dont les côtés font ici 60 cm, 80 cm, et on a même l'hypoténuse. Elle est donnée en face 100 cm, mais on ne va pas se servir de l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que quand on a un triangle rectangle, la base a une aire de, donc ici base fois hauteur. Donc là, oui, la base de notre prisme a une base qui est donc 80 cm. On a donc 80 cm fois 60 cm. C'est les côtés qui forment l'angle droit, divisé par 2. On multiplie les centimètres par des centimètres, on obtient donc des centimètres carrés. 80 fois 60, ça fait 4800 sur 2 centimètres carrés. Donc ça fait 2400 cm². Maintenant, si vous voulez le volume du prisme, c'est tout simplement l'aire de la base, donc de notre triangle rectangle, multiplié par la hauteur. Comme le prisme est droit, la hauteur ici c'est 120 cm. Ça fait donc 2400 cm² fois 120 cm. Ça donne donc des centimètres cubes. Et donc, on va faire 2400 fois 120. 2400 fois 120, on obtient 288 000 cm3. Question petit b, convertir ça en litres. Alors, il y a plusieurs façons de faire.
pouvez déjà essayer de voir ce que c'est qu'un litre. Un litre, je rappelle que c'est le volume d'un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. D'accord, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Donc un litre, eh bien ça fera 10 fois 10 fois 10 cm fois cm fois cm, donc centimètre cube. Donc ça fait 3 zéros, 1000 cm3. Donc ici vous avez 288 000. Donc le volume, je vais l'appeler V, ça sera 288 litres. Ça c'est pour ceux qui savent qu'un litre c'est 10 par 10 par 10 cm3. Vous pouvez aussi utiliser ça avec les colonnes, donc mètre cube. 6 cases plus 1, vous mettez centimètre cube, c'est tous les 6. Hein. Et ici au milieu, c'est les décimètres cubes. Hein. C'est pour ça que ici, on vous rappelle un décimètre cube, donc j'ai mis litres. Mais à cet endroit, ici dans le tableau, vous pouvez écrire donc les décimètres cubes. Donc il y a 3 colonnes qui séparent mètre cube et décimètre cube, et 3 qui séparent décimètre cube de centimètre cube. Donc si j'ai 280 000 cm3, j'écris le premier 0 ici, le deuxième ici. J'écris 8, 8, et ici 2. D'accord. J'ai donc 0,288 mètres cubes. D'accord. Si je l'ai vu en litres, j'ai donc 288 litres. C'est pratique, parfois c'est colle, mais il faut savoir espacer. Donc quand on est sur des mètres, eh bien, rappelez-vous, hein, vous avez la première colonne qui est mètre, ensuite décimètre, puis centimètre, puis millimètre. Il y a un par colonne. Si on est sur des aires, vous avez des mètres carrés, les décimètres carrés sont à 2 colonnes. Et si on est sur des volumes, hein, eh bien pour passer à des décimètres cubes, c'est-à-dire les litres, il faut 3 colonnes. Et pour des litres à centimètres cubes, il faut aussi 3 colonnes. Donc faites bien attention. Situation 5. Le polygone 2 est un agrandissement du polygone 1. Le coefficient est 3. Alors 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les longueurs, si là vous avez une certaine longueur, ici, vous la trouverez 3 fois. Donc les longueurs ont toutes été multipliées par 3. Donc les longueurs font x3. Alors attention, parce que quand les longueurs font x3, ça veut dire que les aires, hein, comme les aires c'est des longueurs par des longueurs, eh bien ça sera des aires multipliées par 3 fois 3. Donc par 3 au carré, c'est-à-dire par 9. Et si vous aviez eu des volumes, quand on multiplie les longueurs par 3, les volumes sont multipliés par 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27. Attention. Donc ici, on a une aire, donc une qui fait 11 cm². Donc on va la multiplier par 9 et pas par 3. Ça fait donc une aire 2 hein, qui est 9 fois plus grande. Donc 99 cm². Voilà. Nous passons maintenant à l'exercice 2 sur 22 points. Donc on vous donne une figure avec ici donc AN qui vaut 13. Donc je vais coder un petit peu tout ça, tout indiquer sur la figure. Donc 13, tout sera en centimètres. LN, c'est 5. Donc ici, j'ai 5. AL vaut 12. Donc j'ai 12 ici. ON vaut 3. On nous dit que O appartient au segment LN, que H appartient au segment NA. C'est parfait. On est vraiment dans une configuration de Thalès. Mais attention, il peut y avoir du Pythagore qui se cache. Donc, première question, montrer que le triangle LNA est rectangle en L. Les longueurs dans ce triangle, donc on va les dessiner, on va le redessiner rapidement. Hein. Évidemment, c'est pas à l'échelle, comme ça vous ne pouvez pas mesurer, hein. C'est fait pour, on vous le dit. Donc 5, 12, 13. On va regarder. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, c'est ce qu'on appelle donc la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, alors les lettres L, N et A, on va donc, alors l'hypoténuse c'est AN, hein, donc l'hypoténuse, alors enfin c'est pas l'hypoténuse parce qu'on n'a pas encore montré que c'est un triangle rectangle, donc le plus grand côté c'est donc AN, donc on va prendre AN carré, ça fait 13 au carré, donc je vous le dis ça fait 169, hein, sinon, eh bien, calculatrice, 13 au carré, donc 169. Ensuite, on va calculer donc AL carré plus LN carré. Donc ça me donne 12 au carré plus 5 au carré. Alors 12 au carré, c'est 144. Plus 5 au carré 25, ça donne 169. Et vous voyez bien qu'on a la même chose. Donc ici, on va dire, hein, dans le triangle ALN, AN carré est égal à AL carré plus
ln carré. Donc, d'après la réciproque, donc comme c'est le brevet, on va faire bien attention à la rédaction, la réciproque du théorème donc de Pythagore, bien, le triangle ALN, alors il l'appelle plutôt LNA, donc je vais l'appeler LNA comme dans le sujet. Hein. Ici, on va faire vraiment exactement comme dans le sujet. Donc LNA, donc le triangle LNA est rectangle en... Ici, c'est là où vous avez deux fois la même lettre, donc c'est L. D'accord? Et donc, on a terminé. Donc, on fait bien attention pour montrer qu'un triangle rectangle, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Et on calcule, on repère d'abord le plus grand côté, on calcule le carré de ce plus grand côté, et on vérifie que, si on veut montrer qu'il est rectangle, que la somme des deux autres carrés fait la même chose. Deuxième question, montrer que la longueur OH est égale à 7,2 cm. Là, on est sur du Thalès. On a tout ce qu'il faut. Alors, il faut quand même montrer que les droites sont ici parallèles. Donc, ici, on sait que LNA est rectangle en L. Donc, ça veut dire que la droite AL est perpendiculaire à LN. On a ici sur le dessin un codage. Hein. D'après le dessin, d'après la figure, eh bien, la droite ON est perpendiculaire à la droite OH. Or, la droite ON, c'est la droite LN. Donc, on a quoi? On a OH ici qui est perpendiculaire à ON, qui est LN. Donc, OH est perpendiculaire à LN. Donc, vous avez un angle droit ici. Vous en avez un ici. Et donc, je rappelle que AL est perpendiculaire à LN. Donc, on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième. Donc, les droites OH et AL sont parallèles. Voilà. Première chose très importante. Maintenant, on est dans une configuration de Thalès. Alors, on va quand même le dire. Dans le triangle ALN, on va dire donc que OH est parallèle à AL, que H appartient au segment AN, et que O appartient au segment LN. Et dans ce cas-là, avec tout ça, hein, on va dire d'après le théorème de Thalès, eh bien on a des rapports qui vont être égaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donc le rapport où il y a OH. Alors, on aura donc, à partir de N, donc, petit côté, on va prendre NH, sur grand côté NA, et donc égal à petit côté OH, sur grand côté AL, et donc égal petit côté NO, sur grand côté NL. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est que moi je connais NO et NL ici, donc je ne vais pas m'intéresser à NH, NA. Donc, je repars là-haut. Hein. On a OH sur AL. Alors, AL, on m'a annoncé 12, qui va être égal à NO, on m'a annoncé 3. Sur NL, on m'a annoncé 5. Petit produit en croix, on multiplie par 12. Hein. Donc, ça fait 12 fois 3, donc 36 sur 5. On peut simplifier ou pas? Non, 5 est un nombre premier. Donc OH est égal à 36 sur 5. Et 36 sur 5, ça fait 7,2. Donc ici, on va écrire, donc OH est égal à 7,2 cm. Et on encadre pour bien montrer qu'on a compris. Donc vous voyez, important, n'oubliez pas, montrer que on est bien dans une situation intéressante pour Thalès, donc avec des parallèles, donc vous le dites bien. Et ensuite, vous prenez bien les rapports petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté, et vous indiquez d'après le théorème de Thalès. Troisième question, mesure de LNA, un angle, on est dans de la trigonométrie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un triangle rectangle, sinon, on serait très embêté. Donc, on rappelle que LNA est rectangle en L. Donc, on peut utiliser la trigonométrie. Si vous voulez un angle LNA, c'est l'angle donc qui est en N. Donc on a L, N et A. Donc je veux celui-ci. Alors vous avez le choix.
En cosinus, sinus, tangente, on va prendre le premier. Hein, le cosinus. Le cosinus donc de LNA est égal au côté adjacent. Je rappelle, on est là pour réviser, mais il y a le fameux SOHCAHTOA ou CASOTOA. Hein. Donc c'est du SOHCAHTOA. De toute façon, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc ici, je vais avoir donc du K, c'est-à-dire adjacent sur hypoténuse. Très important dans ce triangle. Donc l'angle est ici. Adjacent, c'est le côté à côté, mais le plus petit. Hein, c'est donc 5 sur 13. Et là, on va prendre la calculatrice. Donc ici, on indique donc 5 sur 13. Et on va avoir besoin de prendre l'arcosinus. Donc ici, alors c'est pas ça, c'est ceci. Arcosinus. Et ici, je mets 5 divisé par 13. On est bien en degrés, il y a la lettre D, hein, vous voyez. Et on obtient 67,38. Donc on veut une valeur approchée à l'unité, donc on va indiquer à peu près 67 degrés. Donc ici, donc l'angle LNA est à peu près 67 degrés. Alors pour ceux qui préfèrent le sinus, eh bien ça marche aussi. Regardez, sinus de LNA, ça sera donc d'après CASOTOA, côté adjacent sur côté SO, donc opposé sur hypoténuse, hop sur hip. Ce qui me donne dans mon triangle, donc opposé de cet angle-là, c'est 12, 12 sur 13. Et donc je vais aller chercher, hein, donc LNA, c'est l'arc sinus de 12 sur 13, donc je vais taper arc sinus, donc ici arc sinus, non ça c'est arc tangente, pardon, donc arc sinus, et je mets 12 divisé par 13, et on devrait retrouver la même chose. Voilà, c'est parfait. Et on va quand même être complet. Si vous aviez choisi la tangente LNA, donc d'après la formule, c'est TOA, donc opposé sur adjacent. Donc je regarde mon angle. L'opposé, c'est en face, c'est 12. Sur adjacent, c'est 5. Donc je vais utiliser l'arc tangente et je vais mettre 12 divisé par 5. Et vous voyez que ça donne le même résultat. Et heureusement. Question un petit peu de cours. Pourquoi les triangles LNA et ONH sont-ils semblables? Alors des triangles semblables, ils ont les mêmes angles. Donc on va regarder les angles de ces deux triangles. Tout d'abord, hein, dans ces deux triangles, eh bien, on a un angle droit en bas. Donc l'angle NOH et l'angle NLA sont égaux et valent 90 degrés. Maintenant, on a ici OH qui est parallèle à AL. D'accord? Donc, elles font le même angle avec la droite NA. Ça veut dire que l'angle NHO est donc égal à NAL. Conclusion, on a donc deux triangles qui ont deux angles égaux. Donc, ils ont les trois angles égaux. Donc, LNA et ONH ont deux angles de même mesure. Comme la somme fait 180 degrés, donc trois angles de même mesure. Conclusion, ils ont donc trois angles de même mesure. Donc, ils sont semblables. C'est la définition des triangles semblables. Ce sont des triangles qui ont les trois mêmes angles. Et donc, je résume, j'ai utilisé le fait que là, on avait montré qu'on avait un angle droit en L. On avait un angle droit qui était donné. Et avec mon histoire de parallèle, on en déduit que cet angle-là et celui-ci sont les mêmes. Deux droites parallèles font le même angle avec une même troisième. Quel est l'aire du quadrilatère LOHA? Donc LOHA. Donc ici, hein, on a deux côtés parallèles. Il s'agit d'un trapèze. Donc ici, hein, on va rappeler OH donc, est parallèle à LA. Donc il s'agit d'un trapèze. Donc il est même rectangle. Parce qu'on a des angles droits en bas. Donc l'aire
de LOHA, c'est donc petite base, donc AL, plus grande base OH, multiplié par la hauteur, donc c'est OL, divisé par 2. Et donc vous voyez que ça va vous donner donc 12 plus 7,2 fois OL. Alors ici, OL, on a donc LN qui vaut 5, ON qui vaut 3, donc OL vaut 2. Sur 2, il reste donc 19,2 et on sera en centimètres carrés. Alors je vais vous montrer une autre méthode. Là, j'ai utilisé, vous voyez, je précise ici, la longueur OL. J'ai utilisé donc LN moins ON. Ça, c'est en utilisant un trapèze rectangle avec petite base, plus grande base, fois la hauteur divisée par 2. Sinon, autre façon, peut-être plus simple avec deux triangles. Vous pouvez remarquer que l'air qu'on cherche, c'est l'air du grand triangle moins l'air du petit. D'accord, cette aire-là, l'air de LOHA, c'est l'air de LNA, le grand triangle, moins l'air du petit triangle, ONH. Alors, ces deux triangles, ils sont rectangles. D'accord. Et si on regarde donc LNA, vous avez un angle droit ici. Donc, son aire, c'est donc la base qui fait ici 5 par la hauteur, 12, divisé par 2. Donc, c'est 5 fois 12 divisé par 2. 5 fois 12, 60 par 2. Ça fait 30. Sinon, on peut simplifier ici 12 par 2. Ça fait 5 fois 6, 30. Et on est sur les centimètres carrés. Pour le plus petit, donc, ONH, on a une base qui fait 3, une hauteur de 7,2. Donc, l'aire de ONH, c'est 3 fois 7,2 sur 2. Alors, 3 fois 7,2, ça fait 21,6. Je vous le montre quand même. Voilà. Et on divise par 2. Et on obtient 10,8. Donc, ça veut dire que l'air que je cherche vaut donc 30 moins 10,8 cm², ce qui fait effectivement 19,2 cm². Voilà, à vous de choisir la méthode que vous préférez. Question 5b. Quelle proportion de l'air de LNA, donc du grand triangle, représente l'air du quadrilatère LOH? Alors pour ça, eh bien on va faire donc R de LOHA divisé par l'air de LNA. Comme ça, on aura l'air de LOHA par rapport à la grandeur de l'air de LNA. Donc ici, ça fait du 19,2 sur 30 cm. Alors 19,2 sur 30, on prend la calculatrice. Donc ça a divisé par 30. Alors il y a des petites simplifications, on va les faire à la main. Ça fait 0,64. Alors est-ce qu'on aurait pu faire ça à la main? Pas évident, hein? Mais bon, on va essayer. Ça fait 192 sur 300. Vous voyez, je multiplie par 10. Je simplifie par quoi? Par 2. Donc ça me fait 96 sur 150. 96 sur 150, regardez, on peut simplifier par 2 encore. 96, c'est 48 sur 75. Et là, on peut simplifier par 3. 18. Pardon, 48, c'est 3 fois 16. 75, c'est 3 fois 25. Vous voyez qu'on simplifie par 3, il me reste 16 sur 25. Si vous préférez l'avoir sur 100, la machine vous le fera. Mais regardez, on va multiplier en haut et en bas par 4, ce qui fait qu'en bas j'ai 100. Et 4 fois 16, 64. Et vous voyez bien que ça donne 0,75. Alors là, je l'ai fait pour vous montrer qu'on peut le faire sans machine. Mais sinon, le jour J, eh bien vous n'avez quasiment rien à faire. Ce n'est pas demandé. Donc vous prenez votre calculatrice et vous dites égale donc à 0,64, c'est-à-dire 64%. Autrement dit, 64% du grand triangle, eh bien c'est le trapèze ici, hein, LOH. Et on a terminé cet exercice 2. On est sur les statistiques. En général, ça va très vite. Alors, on a un diagramme ici, c'est un diagramme en barres, hein, vous avez des barres qui représentent chacune le nombre de visiteurs par année. Donc ici, on est sur le nombre de visiteurs par an de 2010 à 2021. Vous voyez qu'ici, on balaye toutes les années de 2010 à 2021. Quel a été le nombre de visiteurs en 2010? Très difficile, vraiment. Vous allez regarder la barre ici. Vous voyez qu'elle arrive à une hauteur de 300 000. Donc, réponse petit a. Vous écrivez juste 300 000. Vous faites une phrase. Il y a eu 300 000 visiteurs en 2010. Deuxième question. En quelle année le nombre de visiteurs a-t-il été le plus élevé? Très difficile. Vous allez regarder quelle est la barre la plus haute. C'est ici.
Donc, ça correspond à 2019. Donc, vous dites juste, alors si vous le rédigez, c'est en 2019 que le nombre de visiteurs a été le plus élevé. On ne vous demande pas le nombre. Si on vous le demandait, vous auriez répondu bien sûr. Ici, la hauteur du trait, c'est donc 400 000. Deuxième question. Alors, on a un tableau ici qui indique le nombre de visiteurs en 2020 et 2021. Donc, 2020-2021. Vous avez ici le nombre de visiteurs. Le maire de cette ville avait pour objectif que le nombre progresse d'au moins 15%. L'objectif a-t-il été atteint? Eh bien, c'est simple. On va ajouter 15% à 187 216. Est-ce qu'on va tomber sur 219 042, plus ou moins, on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 196 216. On le multiplie par quoi? Pour ajouter 15%, on multiplie par 1 plus 15 sur 100. C'est une méthode. Donc, ça veut dire que on multiplie 187 216 par 1,15. La calculatrice est là pour nous le faire. 187 216 fois 1,15. On obtient, vous voyez ici, 215 298,4. Donc, pour atteindre l'objectif, il faut au minimum 215 298 ou 19. Or, on est beaucoup plus grand. Or, 219 042, c'est bien plus grand que 215 298,4. Donc, l'objectif est atteint. On a même dépassé de 4000 l'objectif. Alors, moi, j'ai multiplié par 1 plus 15 sur 100. On aurait pu aussi faire quelque chose peut-être un petit peu plus simple pour certains. On calcule 15% de 287 216. Donc, en faisant juste fois 15 sur 100. D'accord? Donc, je fais ça. 187 216 fois 15 divisé par 100. Ça vous donne l'augmentation. Ça, c'est 15%. Et je lui rajoute, évidemment, 187 216. Ça vous dit, donc ici, la même chose que nous, 215, 290,4. Voilà une autre façon de faire. Vous calculez 15% et vous rajoutez. Donc là, je suis parti de 187 216. J'ai ajouté l'objectif, donc 15%. Et je vois que je suis en dessous. Donc j'ai dépassé mon objectif. Alors, il y a une autre méthode, on peut regarder. Combien représente 219 042 par rapport à 187 216? Donc ici, eh bien, c'est très simple. On fait valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. C'est-à-dire 219 042 moins 187 216 divisé par 187 216. Et ça va vous donner directement le taux d'augmentation. Donc regardez. Donc je fais d'abord ma soustraction tranquillement. 219 042 moins 187 216. Voilà. Je divise ensuite par 187 216. J'obtiens ici 0,160, etc. Je multiplie par 100 pour avoir des pourcentages. Voilà. Et j'obtiens ici à peu près 17%. Donc, on a augmenté de 17%. Et c'est mieux, évidemment, que 15%. Donc, l'objectif est atteint. Ensuite, la partie B. On nous dit que les deux parties sont indépendantes. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir fait la A pour faire la B. Étendue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étendue? Il faut bien comprendre, dans un tableau statistique, vous avez d'abord ici ce qu'on appelle les valeurs. Donc, la première ligne, c'est les valeurs. Donc, je vais l'écrire quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Et ça, c'est donc les effectifs. C'est très clair. Donc, l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Donc, l'étendue, c'est valeur maximale, donc c'est 500 moins la plus petite 60, c'est-à-dire 440. C'est tout. Valeur maximale moins valeur minimale. Donc ici, c'est 440 et on est sur des euros, donc 440 euros. Question 4. Vous voyez, c'est simple. La moyenne. Comment fait-on une moyenne? Alors là, c'est une formule. C'est une moyenne avec des coefficients. On va donc faire une grosse division. Donc il faut de la place ou une règle. On va diviser ici par le nombre total de nuitées. D'accord? Donc on ajoute l'effectif total. Donc la formule, c'est effectif ici total. Et on va ici
multiplier chaque valeur par son effectif. Donc, je vais avoir 1200. 1200, vous voyez, nuitée à 60 €. Donc, 1200 fois 60. Plus 1350 fois 80. Et ainsi de suite. C'est un petit peu long, là, le tableau est grand. Voilà. Donc, il faut prévoir. Ensuite, 1000 fois, 85. Plus 1100 fois 90. Et ainsi de suite. Ça donne ceci, vous voyez. Donc, je répète. On prend chaque effectif qu'on multiplie par la valeur qui correspond. On ajoute tout ça. Ça donne le numérateur. Et on divise par la somme de tous les effectifs. Donc là, vous ajoutez tout ça. Pour le dénominateur, j'ai trouvé, vous voyez, 1850. On va quand même tout faire. Donc, 8350. Maintenant, on fait la grosse opération là-haut. Donc, et j'obtiens, vous voyez, donc ici, 1 117 001. Je divise donc par 8350. J'obtiens donc ceci. On me demande d'arrondir à l'euro près. Donc, je vais arrondir à 134 € en moyenne par nuit. 5e question. L'association des hôteliers cherche à attirer des touristes et annonce dans les hôtels de notre ville au moins la moitié des nuits est facturée à moins de 100 €. Est-ce que c'est vrai? Alors regardez. Quelles sont toutes les nuits qui sont facturées à moins de 100 €? Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, il y a... Alors, je fais le calcul à côté. Donc, 1200 plus 1350 plus 1000 plus 1100. Donc, ça me fait 4650. D'accord? Je vais calculer en haut. Donc, il y a 4650 nuits, donc à moins de 100 €. Il n'y en a pas à 100 €, donc on n'a pas à se demander si c'est moins ou égal à 100 €. Voilà. Donc, ça veut dire que, eh bien, on regarde, c'est 4600 sur un total de, on avait calculé 8350. Donc, 4650. Eh bien, on voit bien que c'est plus grand que la moitié de 8350. Donc, si je fais la division ici, vous voyez, ça va me donner un nombre plus grand qu'un demi. Donc, regardez, ça fait donc 4650 divisé par 8350. C'est plus grand. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 0,55. Donc, ça, c'est plus grand que 0,5. Hein, parce que donc la moitié de 8350, c'est plus petit que 4650. Donc, hein, c'est faux. C'est faux. Hein. Il y a plus de la moitié. Hein. D'accord? La moitié, hein, je la rappelle, est à 4175. Moitié de nuit à plus de 100 €. À moins, pardon, de 100 €. Voilà. Exercice donc terminé. Évidemment, sur la copie, vous mettez bien, est-ce vrai? On répond donc, hein, l'annonce est fausse. Toujours bien penser à relire le texte pour faire une conclusion valable. Alors, on veut reproduire, hein, à l'aide d'un logiciel, ce motif fleur suivant. Et première question, sur votre copie, on vous demande de refaire ce parallélogramme, sachant qu'ici on a 35 pas et 20 pas, et que 1 cm, c'est donc 5 pas. Ça veut dire qu'ici, vous avez bien compris que 35 pas, ça fera donc 7 cm. Hein, 7 fois 5, 35. Et là, 20 pas, ça fera 4 cm. Problème, il faut faire 120 degrés ici, 60 ici. Donc, première chose, comment fait-on pour faire 120 degrés? Alors, soit vous avez un rapporteur, mais si vous n'avez pas de rapporteur, pas de panique, vous allez quand même amener une équerre. C'est obligatoire, il faut vraiment une équerre. Alors, il y a deux types d'équerre. Il vous faut celle qui est plus allongée. Hein. Il y a deux équerres, je vous le dis. Hein. Et pour bien me comprendre, voici une photo de chacune de ces deux équerres. Là, on a ce qu'on appelle une équerre à 45 degrés. Hein. Les deux côtés ici sont les mêmes. C'est-à-dire que là, hein, vous avez donc un triangle rectangle isocèle. Et ici, vous avez deux angles à 45 degrés. Alors, celle-ci n'est pas forcément la plus utile. Déjà, elle rentre mal dans les trousses. Hein. Et 45 degrés, vous pouvez la fabriquer vous-même avec une feuille en étant un petit peu astucieux. Ici, celle-ci, elle est pratique. Parce que c'est le deuxième type de moyenne. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez ici le petit angle qui sera 30 degrés. Et le grand ici qui fera 60 degrés. Donc, nous, comment fait-on? Eh bien, on va tracer donc un segment de 7 cm. On poursuit ici le trait.
Si vous avez 120 degrés ici, il faut bien comprendre. 120, au total c'est 180, donc vous avez 60 ici. Donc ça veut dire que là, vous allez mettre ici 60 degrés. Donc vous allez utiliser votre équerre pour faire ce 60 degrés. Ensuite, vous allez tirer un trait qui fait donc 4 cm, voilà à peu près ici. Et après une petite parallèle. Une autre parallèle ou alors un autre angle de 60 degrés, comme vous voulez, et vous obtiendrez le parallélogramme. Donc ici, vous aurez aussi bien sûr 60 degrés. Vous aurez 120 ici. Et vous aurez donc construit donc 7 cm, un angle de 60 grâce à votre équerre ou votre rapporteur. Et bien sûr, il faut l'équerre avec un petit angle et un grand angle. Important pour aller au brevet, ça peut vous servir. Pensez-y. Question Berland, je vais vous le montrer vraiment sur Scratch. Il est en couleur ici, mais vous l'aurez en gris sur le sujet. On définit le bloc pétale. On commence la construction du programme en commençant par le point K. Donc on va aller vers la droite de 35 pas. D'accord? Donc ici, il faut avancer. Vous avez bien compris si on veut faire. Donc on va mettre avancer de 35 pas. Donc ici, réponse 35. Et on va répéter 2 fois. Donc ça, c'est déjà donné. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tourner. Donc ici, vous êtes par ici. D'accord? Très important. Vous allez vers la droite. Vous devez tourner ici. Donc vous avez compris, ici, il y a 60 degrés. Il n'y a pas 120. Donc on va tourner dans le sens ici, contraire des aiguilles d'une montre, important le sens de rotation ici. Et donc on va mettre 60 degrés. Une fois qu'on a fait ça, il faut avancer de nos 20 pas. C'est-à-dire, ici on va mettre 20. Donc là on va mettre 20, je vais laisser ça en rouge. Voilà. Une fois qu'on est au bout, on est par ici. Et on doit encore tourner. Alors ici on tourne de combien? Attention, on a 60 dans l'intérieur, donc il faut tourner dans ce sens. Donc, contraire des aiguilles du monde, de 120. Donc là, on va mettre 120. Et on a un terminé. Aucune justification n'est attendue. On écrit juste ces 4 nombres. Voici donc le programme. J'ai tout rempli. Alors ici, j'applique sur le drapeau vert. Et regardez ce qui va se passer. On a bien dessiné ici notre parallélogramme. On attaque la question suivante. Maintenant, on veut faire une fleur. C'est-à-dire, vous voyez, on va prendre le parallélogramme qu'on vient d'obtenir et en faire 5. Voilà. Et on vous propose ceci. Alors, par quelle valeur doit-on compléter la ligne 2 du bloc fleur? Donc, vous avez bien compris qu'on a 5 pétales. Donc ici, il va falloir répéter 5 fois. Et pourquoi 72 degrés? Enfin, pourquoi 72? Parce que c'est 72 degrés. Et que si vous voulez faire 5 pétales, il va falloir tourner à chaque fois de 360 divisé par 5 et 360 par 5. Je vous laisse vérifier, ça fait 72. Donc, en fait, on doit tourner, on doit faire donc 5 rotations en un tour. Donc, chacune sera de 72 degrés, puisque 72 fois 5, ça fait 360. D'accord? Donc ça, petite explication pour le B. On regarde quand même tout de suite sur Scratch. Voici, donc je le fais tourner. Avec ici, plus gros, ça donne ceci. On a bien 5 pétales. On continue. Maintenant, on modifie le bloc fleur. Donc il est encore ici pour obtenir ceci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ce dessin? Eh bien, on a en fait notre parallélogramme, il est ici. Ce qu'on remarque ici, c'est que le suivant n'a pas tourné assez et il est ici. D'accord? On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ça va se chevaucher. Le suivant sera ici et ainsi de suite. Donc, il va falloir faire plus de parallélogrammes et tourner un angle plus petit. Alors, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va faire 12 parallélogrammes. Et à chaque fois, il ne va pas falloir tourner de 72, mais il faut calculer tout simplement 360 divisé par 12. Alors, 36 par 12, ça fait 3, donc ça me fait 30. Donc, il faut tourner à chaque fois de 30 degrés. Donc, ici, on va mettre 30. Donc, ligne 2, vous allez mettre 12 pour avoir 12 parallélogrammes. Et on va tourner de 30 degrés en ligne 4. Et voilà, on regarde tout de suite ça sur Scratch. Voici 12, 30, je fais tourner. Regardez, très très joli. On zoome, ça donne ceci.
Vous pourrez comparer les deux. C'est exactement la même chose. Voilà, exercice donc sur Scratch terminé. On est sur le dernier exercice, 18 points, un hippodrome, donc est un lieu où se déroulent des courses de chevaux. Hein. Cette ligne est composée ici donc de deux segments de 850 mètres, hein, donc on les voit bien, celui-ci, et deux demi-cercles. D'accord? Ceci et ceci. Vous avez le rayon des demi-cercles, les longueurs des segments, montrez que la longueur d'un tour de piste est d'environ 1951 mètres. Alors, la longueur, donc c'est-à-dire le périmètre, ça va être quoi? La longueur des deux segments, donc 850 plus 850, donc 850 fois 2, plus ici nos deux demi-cercles qui font un cercle entier. Périmètre d'un cercle, c'est 2pi r, donc 2pi fois 40, d'accord? Ce qui fait donc 2 fois 850, ce qui fait 1700, plus 2 fois pi fois 40, ça fait 80 pi. On prend la calculatrice. On fait donc 1700 plus 80 fois le nombre pi. Alors le nombre pi, il est ici, hein, voilà, ce qui me fait, vous voyez, à peu près, donc 1951 mètres. Deuxième question. Un cheval parcourt un tour en 2 minutes et 9 secondes. Calculez la vitesse moyenne de ce cheval en mètres par seconde. Donnez une valeur rapprochée à l'unité près. Alors, la vitesse moyenne. L'unité, c'est en mètres par seconde, d'accord? C'est donc des longueurs, des distances divisées par un temps. D sur T. La distance, il a parcouru, donc en mètres, 1951. Le temps, si je veux des mètres par seconde, je vais devoir le mettre en secondes. Donc, j'ai T égale 2 minutes et 9 secondes, ce qui fait 2 minutes 120 plus 9, ce qui fait 129 secondes. Donc, vitesse moyenne, 1951 divisé par 129. Donc, 1951 divisé par 129. Ça donne donc ici 15,12. Donc, on arrondit à l'unité près. Donc, à peu près 15 mètres par seconde. Maintenant, convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Comment fait-on pour convertir? Donc, on est ici sur des secondes. Donc, on va tout d'abord faire 15 fois. Donc, au dénominateur, je vais mettre 3600 secondes. Donc, je multiplie en bas par 3600. Regardez, ça va me donner. Donc, alors, en haut, ça sera donc des mètres. On est pour l'instant sur des mètres par heure. D'accord? Donc, 15 fois 3600. Ça me donne 54 000. Donc, ça fait 54 km divisé par 1 heure. Donc, ça donne 54 km par heure. Alors, la règle, c'est que pour passer de mètres secondes en kilomètres heure, il suffit tout simplement de multiplier par 3,6. Vous pouvez la prendre, hein, 15 fois 3,6, ça donne 54. Si vous voulez dans l'autre sens, eh bien vous divisez par 3,6. Voilà. Question donc 2 terminée. Et on passe à la dernière question. Donc on admet que la surface de la piste a une aire de 73 027 mètres carrés. On veut semer du gazon sur la totalité. D'accord? Et on a 3 marques possibles. Quelle marque doit-on choisir pour que cela coûte le moins cher possible? Donc il va falloir étudier les prix pour les 3 marques. Donc tout d'abord, marque A. Alors, donc on veut 73 027 mètres carrés. Donc première chose, vous devez calculer le nombre de sacs. Donc on fait ceci divisé par 500. D'accord? Nombre de sacs, donc 73 027 divisé par 500. Ça fait ici 146, donc à peu près 146,054. Enfin non, bon, c'est égal à ça. Donc il faut 147 sacs, ça dépasse un peu. Donc ça nous coûte 147 fois le prix d'un sac. 147 fois 141,95, ce qui me donne 20 866,65 €. Donc le coût pour le A, ça sera donc 147 fois. Mettez vos calculs sur la copie. Donc c'est 20 866,65 €. Maintenant, on s'occupe de la marque B.
on fait la même chose. D'abord, nombre de sacs, donc on divise par contre par 400. Donc il faut toujours, évidemment, la calculatrice, 73 027 divisé par 400. Donc là, il faut prendre au-dessus. Donc c'est égal à 182,5675. Donc il faut un peu plus, donc 183 sacs. Par contre, les sacs, évidemment, sont moins chers. Donc on fait 183 fois le prix d'un sac qui est de 87,90, qui me fait ici un prix de 16 000. Donc je mettrai l'opération 16 085,70 €. Déjà, c'est moins cher. Donc ici, je répète, 183 fois 87,90. Ici, le rapport fait 243,4 à peu près. Donc il faut 244 sacs. Donc on va faire 244 fois 66,50. Donc ici, 244 fois 66,50. On obtient donc ici 16 226 €. Donc, eh bien, si on veut que ça coûte le moins cher, il faut choisir la marque B, puisque ici, des 3 montants, c'est le moins élevé. Voilà, on a terminé ce sujet donc du DNB 2023, Amérique du Nord. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.